Mais d'abord, une question cruciale pour Moscou, qui mène sa guerre depuis plus de 18 mois. Trouver des bras pour combattre, c'est un enjeu majeur. Et ça reste une épine dans le pied de Poutine, parce que, comme vous le savez, il ne peut pas décréter de mobilisation, à proprement parler. Et sa guerre est extrêmement coûteuse, évidemment, aux soldats sur le front. Or, on apprend que Cuba sonne l'alerte sur un possible de trafic de jeunes Cubains qui servirait à alimenter les rangs de l'armée russe. Jade Partouche, vous nous rejoignez, car c'est vous qui nous donnez les informations qui vont nous permettre d'en parler plus avant. Quelles sont ces informations ? Effectivement, c'est le gouvernement cubain qui révèle donc l'existence d'une filière de recrutement illégal russe. On apprend ça via ce communiqué du ministère de l'Intérieur cubain qui précise donc qu'actuellement, il s'efforcerait de neutraliser et de démanteler un réseau de trafic d'êtres humains qui opère à partir de la Russie pour incorporer des citoyens cubains dans les forces militaires en Ukraine. Alors c'est une déclaration qui fait suite à ce témoignage, vous allez les entendre dans une minute. Ce sont deux jeunes Cubains âgés d'une vingtaine d'années, Anderson Velasquez et Alex Vegas, qui affirment donc avoir été trompés sur Facebook. Ils ont en fait répondu à une annonce pour travailler en tant que maçons sur des champs de construction en Ukraine et se sont retrouvés malgré eux enrôlés dans les rangs de l'armée russe. Je vous laisse écouter l'un des deux jeunes. S'il vous plaît, aidez-nous à sortir d'ici le plus vite possible. Nous avons peur. Alors ce témoignage a été envoyé depuis un bus, vous le voyez, et un bus qui a priori transporterait, selon America TV, qui est donc un média américain hispanophone, transporterait ces deux jeunes-là depuis l'Ukraine au sud-est de Moscou, précisément vers Ryazan. Ces jeunes alertent sur leur situation sur place. Écoutez. Nous ne dormons pas. Nous ne pouvons pas dormir parce que nous ne savons pas si, à n'importe quel moment, ils ne vont pas venir et nous faire quelque chose pendant notre sommeil. Ils nous ont battus. Ils nous ont enlevé tous nos vêtements. Ils nous ont tous battus parce que nous ne comprenions pas. Nous leur avons parlé en anglais. Ils nous ont dit que c'est les Américains qui nous avaient envoyés ici. Nous leur avons dit qu'on n'avait rien à avouer parce que nous ne savions rien. Alors là, vous voyez ces deux jeunes qui témoignent donc à visage découvert, mais d'autres jeunes de cet âge-là témoignent, eux, anonymement. Je cite, « Je ne suis qu'un Cubain de plus, ici, sous contrat avec les forces armées russes ». Alors le ministre des Affaires étrangères, Bruno Rodriguez, a tweeté cette nuit en précisant qu'il allait agir avec la force de la loi contre ces opérations. Entendez par là, des poursuites pénales ont été engagées contre les personnes impliquées dans ces opérations. Il a souligné également son rejet catégorique, je cite, du mercenariat, rappelant que Cuba ne participe pas à la guerre en Ukraine, et ce, malgré, vous le savez, les relations très renforcées entre la Havane et Moscou. Petite précision, on ne sait toujours pas à l'heure actuelle combien de Cubains seraient enrôlés dans les rangs de l'armée russe. C'est une information, dès qu'on a des informations supplémentaires, bien sûr, on vous le dira. Donc, je répète ce que vous disiez, ou le témoignage que vous avez livré il y a quelques instants. Je ne suis qu'un Cubain de plus qui est ici sous contrat avec les forces armées russes. C'est le ministère des Affaires étrangères. Ça n'est pas un fantasme, ça n'est pas une rumeur. C'est très officiellement la Havane qui s'émeut, qui s'indigne, qui est en colère en apprenant ces pratiques-là. Qu'est-ce que vous en pensez ? François. Ils sont d'autant plus en colère, et je pense qu'ils ont raison d'être en colère, parce que les relations étaient vraiment en voie d'amélioration avec la Russie. Si vous mettez à part le fait que Cuba s'est abstenu, me semble-t-il, au moment du vote de condamnation de la Russie pour son agression de l'Ukraine, les relations étaient sur le point de s'améliorer. Il y avait eu des visites ministérielles récentes de ministres cubains à Moscou, de ministres russes à Cuba. Et bon, c'était pas comme dans les années 50 ou 60, mais c'était une relation qui était sur le point de s'améliorer. Et donc, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Est-ce que c'est quelque chose d'officiel ? Probablement pas. Est-ce que c'est quelque chose qui se passe effectivement dans l'ordre criminel, trafic d'êtres humains ? Peut-être. Et à ce moment-là, et c'est pas étonnant qu'on parle de Ryazan, parce que déjà, au mois de mai dernier, il y avait eu des indications dans la presse cubaine qu'il y avait quelque chose qui se passait à Ryazan, qu'il y avait quelque chose de pas normal, et qu'il y avait peut-être une implication de Wagner. C'est-à-dire que sous couvert d'annonces, de petites annonces fallacieuses, on faisait venir des gens
en Russie, et de là, Wagner les prenait en charge et ensuite les transférait vers l'armée. Mais c'est pas les premiers étrangers non plus à venir alimenter l'armée russe, notamment pour aller en Ukraine. Il y a eu des Syriens qui ont été enrôlés, alors certains de force, d'autres volontaires, en répondant à des petites annonces, en allant dans des centres de recrutement, d'autres Irakiens. Ce qui est horrible, c'est que ça fait penser effectivement à une armée qui a aujourd'hui besoin de tellement de forces auxiliaires, à la fois de la part des Tchétchènes de Kadyrov, ensuite des mercenaires de Wagner et d'autres de nationalité étrangère, quand ce ne sont pas carrément des ouvriers russes qui travaillent dans les républiques d'Asie centrale et qu'on fait revenir sur le sol russe pour pouvoir ensuite alimenter l'armée, c'est assez incroyable. Oui, alors on rappelle, ce sont des petites annonces là, trompeuses. On attire le chaland, mais c'est pas un principe de base dans les trafics d'êtres humains. On promet aux jeunes filles un avenir doré et puis on les met sur le trottoir. Là, on promet un métier de maçon et puis ils sont enrôlés dans l'armée. Vous récusez l'idée que ce soit organisé par le pouvoir central, mais est-ce que ça échappe à la connaissance de Moscou et du Kremlin? C'est pas sûr. Mais ce sont plutôt des mercenaires. Il y a une tradition russe d'utiliser les Cubains, notamment en Afrique. Il y avait 60 000 Cubains en Angola au moment de la guerre civile entre le MPLA marxiste et le FLA, soutenu par l'Afrique du Sud. Et donc 60 000, dont une partie importante de soldats, de médecins. Et donc, il y a cette espèce de tradition, on fait appel au réservoir humain de Cuba. Simplement, à l'époque, c'était avec, évidemment, l'accord de Fidel Castro. Et là, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que le gouvernement cubain récuse, rend public la chose pour la critiquer. Et ça, je trouve que c'est un changement vraiment très important. Ça traduit quoi ? Ça traduit que Cuba reprend son autonomie par rapport à Moscou. Elle l'a déjà commencé depuis longtemps, comme l'a dit François, mais c'est intéressant. Il y a un autre élément, c'est que l'émission vient de Miami. Alors Miami, c'est le cœur de l'opposition anticastriste. Donc là, à Miami, vous avez, j'allais dire, toutes les manœuvres organisées notamment par les services secrets américains, de l'opposition anticastriste. C'est de là que sont parties les tentatives de reconquête de l'île, etc. Donc il y a eu un petit, peut-être, bémol à mettre. Mais enfin, c'est quand même le ministère des Affaires étrangères qui dit vouloir neutraliser, démanteler un réseau de trafic à partir de la Russie. Et le ministre de l'Intérieur, je pense que c'est surtout ça qui est important dans cette histoire, c'est que les relations de coopération entre la police et les forces de sécurité cubaines et les forces de sécurité russes ont toujours été excellentissimes, avec même pour le coup des Cubains qui allaient se former à Moscou. Donc on comprend de la part du ministre des Affaires étrangères ce qu'il dit. C'est la plainte diplomatique en quelque sorte qui est exercée. Comment la Russie nous oblige à... Et en revanche, son collègue, ministre de l'Intérieur, qui va aussi loin dans la précision, ça, c'est... Oui, ils sont fâchés, très fâchés. Ça va embarrasser Moscou ou pas ? Pour les Russes, c'est pas une très bonne nouvelle, parce que quand même, Cuba, c'est aux portes des États-Unis. Donc, de toute éternité, évidemment, pour le Kremlin, que ce soit à l'époque soviétique ou maintenant, c'était toujours intéressant d'avoir un pied quasiment à la frontière américaine. Là, si les Cubains, effectivement, et on les comprend, se fâchent sur cette histoire, c'est un petit moyen de pression qu'avaient les Russes toujours face aux Américains, qui risque de disparaître. Alors évidemment, c'est pas la crise des missiles de Cuba, ça n'a rien à voir. Mais en tout cas, c'est vrai que si il y avait des gens de Wagner qui étaient allés en Amérique centrale et en Amérique latine ces derniers mois, etc. Et Cuba était évidemment l'allié le plus sûr dans la région. Si les Russes s'amusent à ce petit jeu et qu'ils en arrivent à se fâcher définitivement avec la Havane, en termes diplomatiques, c'est pas du tout une bonne opération pour le Kremlin. Ça traduit encore une fois aussi les difficultés pour Moscou d'avoir suffisamment d'hommes sur le front. Le général ukrainien dont on parlait tout à l'heure, qui opère dans le sud, Tarnevski, voilà ce qu'il dit: l'ennemi utilise ses réserves venues d'Ukraine mais aussi de Russie. Alors maintenant on peut ajouter venues d'ailleurs évidemment, mais tôt ou tard les Russes auront épuisé toutes leurs meilleures troupes. Cela nous donnera de l'élan pour attaquer
plus et plus rapidement. Est-ce qu'on peut dire que la réserve, contrairement à ce que disait Medvedev, le Russe, hier ou avant-hier, les réserves ne sont pas inépuisables, effectivement, et du coup, tout est permis, y compris des trafics épouvantables. Alors, il y a deux aspects. Là, il y a un aspect purement opérationnel. Ce sont les réserves qui sont sur le théâtre, c'est-à-dire les divisions qui sont un peu en arrière, qui étaient maintenues en deuxième échelon, et qu'on envoie un peu en catastrophe dans la région de Robotiné, parce que voilà, c'est là que les choses se passent. Mais ça veut dire qu'il n'y en a plus forcément sur le théâtre, et que le reste du théâtre d'opération est peut-être affaibli. Maintenant, plus largement au niveau stratégique, alors que en théorie, on regarde l'Ukraine, le potentiel de l'Ukraine, la Russie, on se dit, voilà, ça qu'en différence démographique, vous avez un pays qui est 3-4 fois plus peuplé que l'autre, et donc vous pouvez dire, voilà, il y a un potentiel humain qui est très à l'avantage de la Russie. Or, c'est pas le cas. Pourquoi ? Parce que d'abord, du côté de l'Ukraine, on a une nation en armes, mobilisée, mais que c'est pas le cas en Russie. Et ça, c'est un phénomène quand même nouveau. C'est-à-dire que la Russie a quand même une tradition de mobilisation de ses forces, d'une nation en armes, plus ou moins contrainte. La seule grande guerre patriotique, vous avez plusieurs dizaines de millions d'hommes qui sont mobilisés. Il n'y a pas le choix. Là, c'est plus le cas. On n'est plus du tout sur ce modèle. On est sur le modèle de l'empire décrit par Ibn Khaldoun. Il dit, voilà, les empires classiques, à l'intérieur, on maintient la paix parce qu'on se méfie des réactions de la population, et on fait la défense par la périphérie. C'est la périphérie qui défend l'empire. Périphérie à l'intérieur de la Russie, périphérie sociale. Moi, j'ai regardé une statistique très intéressante. On voyait le taux de perte par province, taux de perte russe par province. Et vous s'apercevez que les provinces qui sont extérieures, périphériques, en Sibérie, etc., vous avez des taux de perte de plus de 50 morts par 100 000 habitants. Et ça devient très sensible. Donc on commence à connaître les gens. Tout le monde commence à connaître les gens qui ont été tués. Région de Moscou, moins de 1. Moins de 1, c'est-à-dire qu'il y a un effort qui est demandé, qui est au moins 50 fois plus important en périphérie qu'à l'intérieur. Mais aussi, on fait appel à tout le monde, en fait. On ratisse partout, parce que ça reste malgré tout une armée de volontaires plus ou moins forcés. Donc on ratisse autant que possible à l'étranger, etc. etc. Et Wagner servait un peu de succursale, de porte d'entrée un peu à tous ces volontaires, parfois entre guillemets, à l'étranger. Maintenant, pour revenir sur cette affaire... Il y a d'ailleurs des publicités en ligne... en Arménie, au Kazakhstan, c'est ce que disent les renseignements britanniques. Des volontaires étrangers, voilà. Bon, pour dire pourquoi pas. Mais là, c'est même pas du volontariat. Mais là, c'est autre chose. C'est quasiment de la traite. Au passage, c'est de la traite. Comment est-ce que vous voulez imaginer, que ça passe inaperçu, que ça provoque pas un scandale, et puis deux, quel est l'intérêt ? C'est-à-dire vous allez recruter de force quelques pauvres gars qui vont se retrouver sur l'affront. Militairement, ça va être c'est sans aucun intérêt. Et puis pour que ça ait un intérêt, il faudrait qu'il y en ait au moins des dizaines de milliers pour que ça ait un impact sur le terrain. Donc vous allez vous fâcher avec Cuba pour aller recruter une poignée de force, une poignée de pauvres gars. Ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt, sauf que ça veut dire que s'ils vont les chercher à Cuba, ça veut dire qu'ils ont un peu basique, c'est qu'ils n'en trouvent pas ailleurs. Que tout est bon et on se dit que Cuba, c'est plus facile, c'est la France. Ils ont besoin de bras et ils ne veulent pas mobiliser. C'est ça, on peut imaginer un Vladimir Poutine décréter une mobilisation générale, peut-être après les élections de mars 2024, parce que là, effectivement, il est dos au mur pour avoir recours à ce genre de manœuvre. Alors, c'est la boîte de Pandore, en fait. C'est-à-dire que pour lui, il se méfie énormément des réactions. On a vu ce que ça a donné déjà, la mobilisation partielle. Ouais. On a vu la panique, la fuite que ça a provoqué, et ça a un peu servi de test par ailleurs. Et donc une mobilisation générale, une loi martiale, tout le monde y pense, bien sûr. On dit voilà, c'est l'étape. Alors peut-être que si les Ukrainiens remportent des grandes victoires, ou inversement, si les Russes subissent des grands échecs en Ukraine, s'ils sont menacés en Crimée, etc., peut-être que ça va provoquer une réaction, ce sera la seule solution pour pouvoir rétablir la situation, mais au prix de troubles intérieurs probables qu'on ne maîtrise pas. Donc voilà le dilemme. Le dilemme.